Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode dans la tête d'un cycliste qui va être consacré cette fois-ci à comment transporter son vélo. Et comme chroniqueur officiel bien évidemment, notre JP national. Bienvenue JP. Salut Arnaud. Ravi de continuer l'aventure sur cet épisode sur comment transporter son vélo, qui est un vrai sujet puisqu'aujourd'hui il y a plus de 9 millions de Français passionnés de vélo qui envisagent de pratiquer ce sport-là lors d'un voyage, d'un déplacement, qu'il soit professionnel ou privé. Qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction de cet épisode JP sur la manière dont on peut transporter son vélo aujourd'hui ? Eh bien déjà, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on va emmener son vélo avec soi pour en profiter dans les endroits où on se déplace, ou même d'avoir son compagnon de route préféré pour son aventure qui n'est pas juste à côté de chez soi mais un peu plus loin. Donc il y a plein de façons de transporter son vélo en fonction de la manière dont on voyage. Est-ce qu'on voyage en avion, en train, en voiture, à moto ? J'ai déjà vu des gens transporter des vélos à moto aussi. Donc on va parler de toutes les solutions qui existent. Et puis je pense qu'on fera un petit crochet pour dire qu'est-ce que ça peut avoir comme impact aussi sur le vélo, en fait, parce que souvent c'est quelque chose qu'on oublie. Je crois qu'on a tous déjà croisé une photo sur internet d'une jolie roue carbone fondue par un pot d'échappement parce que le vélo est mal positionné ou que le moyen de transport n'est pas adapté. On pourrait en citer, les vélos qui sortent de l'avion en pièces détachées. Voilà. Sur les barrières de péage, tu sais, à rentrer d'un péage où le vélo faisait plus de 2 mètres. Et puis il y a des petits détails techniques aussi, parce que quand on transporte, on démonte, en tout cas partiellement, et puis au remontage, est-ce que tout reprend sa place ? Est-ce qu'il faut faire des réglages ? Est-ce qu'il faut prêter attention à des choses ? Donc je suis content qu'on puisse évoquer tous ces sujets ensemble ce matin. Et je crois que tu voulais nous parler du train, parce que toi, tu es un usager du train. Je me déplace beaucoup, mais c'est vrai qu'avec toute cette démocratisation du vélo en Europe, dans le monde, depuis la pandémie, c'est vrai que ça a été un accélérateur. Le sujet de comment je transporte mon vélo est devenu une préoccupation. Alors tu l'as dit, notamment le train, mais moi je sais que j'essaye en tout cas, dès que je peux emmener mon vélo quelque part, que ça soit à titre professionnel ou personnel, ça me permet, je l'emmène, j'essaie de l'emmener, ça me permet de découvrir de nouveaux terrains de jeu. Alors effectivement, en train, dès que je peux amener mon vélo, je l'utilise. Donc comment transporter son vélo dans le train ? Quelle astuce tu peux donner aux auditeurs, JP, sur cet item-là qu'est le train notamment ? Bon, déjà, je crois qu'on peut s'avouer qu'on n'est pas les champions du multimodal en France sur le train. En tout cas, ça tend pas à progresser, ça tend plutôt à régresser. Effectivement, il y a pas mal d'aspirations à prendre dans les pays scandinaves notamment. Oui, je crois bien. Je crois que c'est une vraie problématique, des fois quotidienne, pour certaines personnes qui veulent faire du trajet domicile-travail avec une part de vélo parce que la gare est un peu loin ou le lieu d'exercice est un peu loin de la gare d'arrivée. Mais c'est pas simple en fait, Je crois que c'est pas simple du tout. Il y a des règles, alors je les connais pas toutes par cœur, donc on va prendre l'anti-sèche, mais la plupart du temps déjà tu es obligé de démonter ton vélo, en tout cas en partie, pour que ça devienne un bagage. Donc, notamment dans le TGV, effectivement. Notamment dans les trajets un peu plus longs. Lignes, dans les trajets plus courts, la problématique, ça va être une problématique de place. C'est pour ça qu'on a vu fleurir plein de vélos pliants. Exactement. Ou les fichues trottinettes. J'aime pas les trottinettes, je vais le dire. Voilà, ça me plaît pas. Mais bon, voilà. Donc, c'est compliqué. Le TGV, ouais. Donc, refaisons pour le trajet un peu plus longue distance. Le TGV, on doit être démonté. Il y a des dimensions maxi de la taille du vélo démonté. Et en plus, ça doit être emballé. Voilà, c'est ça. Donc, il doit être démonté et dans un sac à vélo. Ouais, dans un sac à vélo. Nos bikepackers favoris, tu sais, mettre du film plastique autour et ça passe vraisemblablement. Alors ça, c'est vraiment l'appréciation du contrôleur. Ouais, moi, ça fait des années que je me déplace en TGV avec mon vélo. Je n'enlève que la roue avant. Et j'ai un sac, tu sais, qui vient prendre la roue arrière et la roue avant. En 5 ans, j'ai un contrôleur qui m'a demandé qui a sorti le mètre et ça dépassait, de démonter la totalité du vélo. Ouais. Tout le reste, ça passe. Après, c'est juste une question d'organisation. Le conseil que je peux donner pour les personnes qui prennent le TGV et qui ont un sac à vélo, c'est de ne pas monter le premier dans le TGV, de laisser tous les voyageurs monter, s'installer, poser leurs valises, et toi, tu vas venir, ton sac à vélo, venir le coller contre les bagages, et ça va permettre d'avoir une meilleure relation entre le cycliste... Oui, si personne se plaint, tu as moins de chances d'être verbalisé. Je viens de retrouver, c'est 1m20 de longueur, donc grosso modo, si on veut être conforme, il faut démonter les 2 roues. Logiquement, oui. Voilà. Donc,
Et puis, j'ai parlé des vélos pliants, mais pour ce qui est du TGV, même si ton vélo il est pliant, il doit être emballé, sinon c'est pas emballé, un bagage. Effectivement, On est il doit être emballé. Alors depuis quelques mois, quand tu réserves sur les trains grande ligne, à grande vitesse, notamment les TGV, tu as la possibilité de cliquer sur l'option vélo démonté ou non démonté. Oui, mais il y a de moins en moins de wagons pour les vélos non démontés. C'est ce que j'allais dire. Il doit y avoir peut-être 2 places par ligne. Et encore, à mon avis, c'est sur les grandes lignes. Ça doit être. Moi, j'utilise la Paris-Lyon, tu vois, mais je suis pas certain que sur des distances moins fréquentées, tu aies cette possibilité-là. Et donc, tu cliques et pour 10 € supplémentaires, eh bien, en fait, tu peux arriver dans la rame, mettre ton vélo, le sangler, non démonté. Mais il n'y a pas 50 places. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus dans les RER. Et je l'ai vu, moi, les gens qui viennent récupérer leur vélo chez moi. Pendant un moment, je leur disais, venez en train, je vais vous chercher à la gare, on finalise le vélo à l'atelier, puis je vous redépose à la gare. Et je le fais de moins en moins parce que les gens peinent à trouver de la place pour repartir avec le vélo non démonté. Alors, maintenant, quand ils viennent, sinon ils repartent en vélo chez eux. Ils font directement un voyage pour rentrer à la maison. Ça arrive aussi, mais c'est vrai que le vélo dans le train, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que la SNCF avait annoncé sur les TGV la mise à disposition de 8 places, garantir 8 places. Alors, peut-être que les auditeurs pourront témoigner sur des messages si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Donc, sur le TGV, je pense qu'on a fait le tour, mais et ensuite, quand on parle de train, il y a les TER notamment. TER et les intercités aussi, tout à fait. Moi, ça, je l'ai beaucoup utilisé, notamment quand je résidais sur Paris, où ce qui se faisait beaucoup, c'est que, parce que quand tu fais du vélo en région parisienne, si tu fais une sortie de 2 heures, 3 heures, elle est quasiment que dans Paris, tu vois. Donc, tu sors, en fait. Tu sors et tu rentres en train. Ouais. Et donc là, j'ai très souvent utilisé le TER, et pour le coup, c'est génial, parce qu'effectivement, tu n'as pas besoin de démonter. Il y a généralement un emplacement qui est réservé pour ça, où avec des crochets, tu viens positionner ton vélo, et c'est plutôt pratique. Ça marche quand tu n'es pas aux horaires de pointe, par contre. Exactement. Aux horaires de pointe, ce n'est pas forcément conseillé, toléré et accepté par le contrôleur. Et je me demande s'il n'y a pas une réglementation là-dessus aussi. Si pendant les horaires de pointe, tu n'as pas le droit de mettre un vélo, ça te dit quelque chose ou pas ? Ouais, alors on va regarder, on essaiera de vous mettre ça sur l'article, on va checker, mais je crois que c'est là toute la complexité du truc, parce que le TER aussi, c'est typiquement le type de trajet que tu pourras faire avec ton vélo pour rejoindre ton lieu de travail. Complètement. Et donc tu vas ce que font beaucoup d'ailleurs. Tu vas à ton travail pendant les heures de pointe, quoi, là, logiquement. Donc c'est pas si simple. Je crois qu'au quotidien, notamment, alors si vous nous écoutez et que vous êtes en région parisienne ou dans une grande agglo comme Lyon, on est preneur de témoignages pour savoir vraiment comment ça se passe si vous roulez tous les jours comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que RER, métro, Transilien, là, effectivement, le vélo pliant est toléré. Mais pour le vélo qui n'est pas démonté, là, il n'est pas toléré, effectivement, sauf ce que, si tu lis les petites lignes, c'est les heures creuses et les jours fériés, mais dans la pratique, c'est très très compliqué quand tu prends le RER, le Transilien, notamment dans les grandes villes et grandes agglomérations, aux heures de pointe notamment, puisque tu vas travailler effectivement et tu as besoin de ton vélo. Ouais, bien sûr. Ah, c'est quand même compliqué. Donc ça me ramène au tout début de ton introduction où tu disais qu'on a quand même des leçons à prendre sur le mode de déplacement doux à vélo quand tu veux transporter, quoi. Des leçons, c'est pas qu'on sait pas faire, en fait, c'est qu'on ne veut pas faire. C'est une question de volonté politique avant tout, en fait, tout ça, je crois bien. Probablement. Voilà, Probablement. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça tend à ne pas s'améliorer, en tout cas. En tout cas, voilà, pour le déplacer, comment transporter son vélo, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'avoir toujours avec soi un petit sac. Aujourd'hui, tu as des sacs qui sont quand même pliables, rétractables et qui tiennent dans une poche très clairement ou dans un sac à dos très facilement. Ça peut permettre, en cas de contrôle un peu plus compliqué, de démonter ces 2 roues, d'avoir toujours une clé avec soi, bien évidemment, de démonter ces 2 roues, de le mettre dans ce sac-là. Et logiquement, avec un sac à vélo, tu démontes tes 2 roues, tu positionnes ton vélo et tes 2 roues à l'intérieur du sac. Et là, tu peux quand même en train aujourd'hui te déplacer avec ton vélo. Ça prend quelques minutes. Et ça permet de te déplacer tranquillement. Tu sais que je vais faire mon anecdote habituelle, mais il y a un pays qui s'appelle le Japon, dans lequel on a cette culture d'avoir le vélo dans le train, et on a des types de vélos qui s'appellent les vélos Rinko.
voilà, où on a prévu, imaginez, le démontage et la sacoche. Et donc tu as des fabricants de sacoches japonais qui ont ça tout prêt, c'est les sacoches Rinko. Et les vélos aussi, c'est des vélos typiquement, les gens qui ont cette pratique au Japon, c'est pareil, c'est pour sortir de la ville et aller dans les montagnes. Et donc c'est des vélos de cyclotourisme, on va dire, donc des randonneuses. Et les gens ont même les garde-boue qui sont en 2 parties. Et on est capable de démonter les garde-boue parce que sinon tu as ce problème d'empattement. Ils ont c'est pas exactement les mêmes dimensions, mais ils ont ça. Et on obtient un vélo qui est à peine plus gros que son cadre, avec les roues et tout vient se mettre avec des petites sangles, etc. C'est vraiment prévu dans la façon de concevoir le vélo. Et les cadreurs là-bas savent te faire un vélo Rinko. Il y a du matériel pour splitter ton câble de frein, etc. etc. Et donc... pour eux, c'est quelque chose qui est complètement absorbé dans la culture. Parce que la réflexion a été faite en amont. Exactement, tout à fait. C'est comment se déplacer. Voilà, et les gens n'envisageraient pas d'aller prendre le train avec un autre vélo qu'un vélo adapté. Donc c'était mon anecdote. C'est super intéressant. On mettra le lien dans l'article de l'épisode sur ces vélos Rimco. Mais c'est vrai qu'en France, en Europe principalement, quand tu as cette réflexion de dire je vais me déplacer en train notamment, parce que là on parle du train, mais avec mon vélo, tu penses au fameux vélo pliable, on ne va pas citer la marque, mais au vélo pliant, dans lequel effectivement tu as une sacoche à l'avant de ce vélo-là, et dans cette sacoche, logiquement, une fois que le vélo est plié, il tient, il doit tenir. Et ça a été, on voit beaucoup de personnes qui l'utilisent. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Mais en tout cas, on pense à ça. Mais on peut voyager aussi avec un vélo classique, bien évidemment. Il faut, c'est une question soit on a pris l'option, qui permet d'arriver dans le TGV, de le positionner dans le wagon. Par contre, pour ça, il ne faut pas voyager en première, c'est systématiquement en seconde. Donc ça a avancé, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et si on parle d'autres moyens de transport, le bus notamment et les cars, qu'en est-il, JP, à ce niveau-là ? C'est-à-dire que je suis cycliste, je veux me déplacer, mais j'opte pour le bus ou le car. Comment est-ce que ça se passe ? Souvent, là, pour le coup, une bonne majorité des gens qui proposent des services de déplacement en car ont un service adapté pour le vélo parce qu'il y a de la place dans les soutes pour mettre le vélo. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça pour acquis, il faut vraiment se renseigner. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant, ça dépend du voyagiste ou de la compagnie de car. Mais en tout cas, c'est plus accessible puisque par nature, la façon dont est fait le car, il y a toute cette place en bas. En général, ce n'est pas d'énormes trajets, donc les gens n'ont pas de gros bagages et tu as de la place en dessous pour mettre les vélos. Voilà. Alors ça, c'est pour les déplacements, je dirais, tu veux voyager, c'est-à-dire que tu prends un déplacement, tu prends le bus pour te déplacer d'un point A à un point B, mais pour le déplacement urbain, par contre, là, c'est plus compliqué. Tu ne peux pas monter dans le bus. On aurait pour dû te dire déplacer. autobus et autocars, effectivement. Voilà. Donc, ce que je disais, c'était plus à destination des autocars. Pour les autobus, non, on est dans une problématique amplifiée par rapport au train, il me semble. Hein. Donc, c'est quasiment pas possible. Voilà, je pense que même tu ne peux pas, dans les agglomérations, arriver. Je pense que même en heure creuse, je pense qu'ils ne te laissent pas monter avec ton vélo. Ça, je te confirme, c'est totalement interdit. Et puis, à juste titre, en même temps, si tu as un vélo et que tu es en ville, c'est quand même bien plus agréable de se déplacer. Et pour ne serait-ce que même si tu ne connais pas la ville, c'est quand même bien plus agréable que de prendre le bus avec ton vélo. Tu vois. C'est un peu plus compliqué quand même. Tu parlais de bon sens. Complètement. Là, et il nous reste l'avion, du coup. On vous donne des cas de figure, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve de bon sens. Mais ça arrive, hein, tu sais, on voit souvent, même dans le métro, parfois, tu vois un vélo arriver. Oui. Tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est bien plus simple. Il a descendu toutes les marches. Ouais. C'est bien plus simple de juste prendre ton vélo, en fait. Effectivement, il y a l'avion. Alors, parfois, tu n'as pas d'autre choix quand tu veux te déplacer en voyage ou en vacances et que tu souhaites absolument emmener ton vélo, de prendre l'avion. Et qu'en est-il ? Parce que là, il y a aussi une complexité avec les compagnies, probablement. Donc, ceci, en tout cas de ma part, n'est pas un encouragement à prendre l'avion sur des milliers de kilomètres pour aller faire du vélo à l'autre bout du monde. Voilà, il y a des choses plus simples. Mais bon, après, je ne juge pas. Je dis que je n'encourage pas. Voilà. Mais l'avion dans la modalité de transport, du coup, on est sur un bagage qui va voyager en soute. Et là, il y a plein de marques qui offrent des produits qui sont faits pour transporter son vélo en avion, qui vont du sac à une housse semi-rigide, à des flight cases qui pourraient ressembler un petit peu à ce qu'on utilise pour transporter des instruments ou du matériel de musique. Et qui vont inclure un niveau de démontage qui va être propre au produit qu'on a choisi. Donc les roues, de toute manière, on transporte
rarement un vélo complètement en entier. Après, on est dans du fret, hein. On sait transporter des vélos complètement assemblés, mais c'est pas le cas là, on voyage. Donc, on démonte quasiment tout le temps les roues. La plupart du temps, on va démonter le cintre ou au moins le faire pivoter pour réduire l'épaisseur du bagage in fine. Donc, il y a plein de fabricants là. Et il y a même, je le souligne parce que pour les gens qui vont faire des déplacements sur des plus grandes durées, il y a des services. Alors, je vais citer la marque parce que je pense que c'est les seuls, en tout cas, c'était les premiers à le faire, qui s'appelle Bike Flights ou un truc comme ça. Et donc, ils te louent le carton de transport qui est spécifique, qui a été développé avec des protections et des emplacements. Ils envoient le vélo à la destination, tu récupères et le carton va resservir à un prochain voyage, etc. Okay. Donc, parce que ça, c'est un vrai frein pour certains qui partent. On parlait juste avant. En résidence, finalement, peut-être plus qu'en voyage, ils vont rester 2-3 mois à un endroit. Et même le voyage à vélo. On a fait un épisode il y a quelques semaines sur le voyage à vélo. Quand tu pars sur un autre continent, tu vas dans une valise, qu'est-ce que tu fais de ta valise une fois que tu arrives à destination en fait. Et à l'inverse, comment tu récupères une valise ou un sac quand tu veux rentrer. Et c'est pour ça que ma question, elle pourrait être, enfin, j'arrive à l'aéroport, je démonte mes 2 roues, je l'emballe dans le fameux sac, je l'enroule en fait avec le transparent, là, le film transparent. Ouais. Est-ce que ça passe ? Est-ce que le vélo peut prendre l'avion juste si je l'enroule, je l'emballe dans du papier transparent ou est-ce qu'il faut qu'il soit obligatoirement dans un sac à vélo ou dans une valise à vélo ? Je pense que ça dépend de la compagnie avec laquelle tu voles, parce que même vis-à-vis des valises, ils n'ont pas tous le même avis et puis le même traitement. Ça dépend du prix que tu vas payer ton billet. Du prix du billet, de la politique, effectivement. En tout cas, je suggère à tout le monde de ne pas faire voyager son vélo comme ça, parce que l'état dans lequel tu récupères le vélo à l'arrivée risque d'être problématique. Aussi, je pense que tout dépend de la compagnie. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, la plupart du temps, le service de transport des bagages de ta zone de check-in à l'avion, il n'est pas lié à la compagnie. C'est un service qui est fourni par l'aéroport. C'est des caristes. Les gars, ils sont habitués toute la journée à manipuler, j'allais dire un autre mot, mais à manipuler des valises ou des bagages. Quand c'est un vélo... ils vont pas forcément avoir la sensibilité pour le manipuler d'une manière un peu plus précautionneuse. Et je le disais en introduction, il y a des gens qui font l'acquisition d'une housse spécifique, mais qui n'est pas suffisamment protectrice pour que le vélo arrive en état dans le pays de destination. Oui, dans la ville de destination. C'est ça, il faut récupérer ton. Et donc en fait, c'est vraiment en fonction de la nature du matériau, de son cadre, de son prix, etc. Il faut adapter la protection. Évidemment, si on a un vélo qui coûte 150 €, déjà on peut se poser la question de est-ce qu'on doit vraiment emmener celui-ci. Mais quand on a un vélo qui coûte plusieurs milliers d'euros ou qui dépasse la dizaine de milliers d'euros, avoir ce produit en soute pour un voyage d'avion avec une manipulation au départ, une manipulation à l'arrivée qui est risquée, clairement, il y a peu de soins qui est pris. Voilà. Donc, investir dans la protection et dans la bagagerie, c'est important. Vérifier qu'il y ait bien de la mousse, ne pas hésiter à rajouter des choses. Tout ce qui peut bouger à l'intérieur de la housse, c'est quelque chose qui va être soumis à des chocs. Voilà, donc, mais c'est aussi, on parlait du prix du vélo. Est-ce que c'est vraiment important de l'emmener si le vélo n'a pas une grande valeur ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il existe des services de location de vélo un peu partout. Et qu'est-ce qui fait que la personne souhaite emmener son vélo ? C'est parce qu'elle a peur, effectivement, de ne pas retrouver le même vélo, les mêmes sensations. Donc, la personne se dit, j'emmène mon vélo. Moi, j'ai opté pour une valise à vélo dans mes transports. Là, c'est une petite expérience personnelle, puisque j'ai plusieurs fois été victime, oui, c'est ça, témoin, étant principalement du côté hublot, de voir des déchargements en fait. Ouais, bah oui. Et ayant vu les déchargements et la manière dont les valises étaient positionnées, étaient manipulées, je reprends ton terme pour être poli, étaient manipulées, je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, j'ai une valise, et même une valise, c'est m'est arrivé où des accessoires à l'intérieur de cette valise étaient cassés. Oui, bien sûr. Donc la manipulation, eux, ils vont pas, les caristes ne vont pas regarder si ça va en haut, ça va en bas, ils prennent la valise. Généralement, il la manipule pour la poser sur la lance, on va le dire, il lance les valises. Voilà. Et donc, voilà, c'est vrai que... Mais après, pour ça, et comme tu l'as dit, c'est pour ça que tu as bien fait de citer cette structure, mais il faut avoir la possibilité de stocker aussi ce sac ou cette valise quelque part. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que il y a ces gens-là qui font
un service de transport qui, à l'arrivée, vous récupérez juste votre vélo, il s'occupe du reste et vous pouvez resouscrire. J'avais regardé ça il y a quelques années déjà, donc je ne sais pas comment ça évolue. Ça existe toujours, ça, je suis certain, mais je crois qu'à un moment, il y a eu, quand ils se sont lancés, il y avait un problème de dispo, etc. Mais maintenant, je pense que ça s'est étendu et donc qu'on peut profiter de ça. Voilà, donc en tout cas, il faut surprotéger. Il faut surprotéger. C'est vrai que pour le train, tu l'avais dit, il y avait des dimensions respectées. Pour le vélo, dans une valise ou dans un sac, c'est le poids, c'est vraiment 32 kilos. Il faut vraiment que la valise respecte les 32 kilos. Donc généralement, un vélo, une paire de roues, on peut se permettre d'y glisser quelques accessoires à l'intérieur, un casque, bien protéger son dérailleur, bien évidemment. Même dans une valise, il y a quand même des éléments à protéger, démonter son guidon, pardon. Et puis bien calé pour que les éléments puissent pas s'entrechoquer entre eux à l'intérieur de la valise, parce que c'est des valises universelles, évidemment. Alors, je sais qu'il existe des valises semi-rigides dans lesquelles on peut faire découper la mousse au laser exactement aux dimensions de ce qu'on met dedans, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, bien recalé, faut pas hésiter à rajouter du calage et de la protection, même à l'intérieur de ces valises. Donc on a parlé du train, du bus, de l'avion, mais il existe aussi le moyen de transport. Je dirais que la majeure partie des cyclistes utilisent, c'est la voiture. Oui, on a parlé de l'exceptionnel d'abord. L'exceptionnel d'abord, voilà, c'est les modes de déplacement en voiture, ou voire même en camping-car, mais en voiture, donc ça veut dire porte-vélo. Et là, il en existe une multitude, avec justement la démocratisation de l'utilisation du vélo. Il existe aujourd'hui une multitude de manières de transporter son vélo en voiture. Ouais, et puis il faut pas négliger aussi le développement de tous les véhicules de loisirs, que ce soit les petits utilitaires ou les vannes ou les camions, où il y a beaucoup de gens maintenant qui transportent leur vélo à l'intérieur du véhicule aussi. Et là, c'est un sujet en soi, puisque tu as de simplement glisser le vélo quand tu as une soute de fourgon, voilà, et puis tu mets des tendeurs, etc. Et puis il y a tout un tas de produits qui se sont développés aussi, qui vont être un peu comme des gares vélo, tu sais, à l'extérieur, dans les parkings à vélo, où tu vas pouvoir glisser tes roues avant et pas avoir démonté le vélo, enlever juste ta roue avant et venir un peu à la manière d'un porte-vélo de toi, tu sais, remplacer ton axe et venir glisser ça. Donc bon, ça existe aussi. C'est pas les usages les plus courants parce que tout le monde n'a pas un véhicule utilitaire ou un fourgon non aménagé pour mettre ses vélos, mais ça existe, il faut le savoir. Et même pour les gens qui ont un break, par exemple, et qui vont se déplacer pas avec toute la famille mais à deux et vouloir mettre des vélos à l'arrière mais dans le véhicule, il y a des structures aussi légères qui permettent de venir pendant un voyage, de sécuriser le vélo droit à la verticale. Voilà, quand tu me parles de ça, je pense à la sécurité en cas d'accident. C'est-à-dire, tu as un accident, le vélo il est à l'arrière du véhicule, s'il n'est pas attaché. Tu vois, on a tous pris un pédalier dans un mollet. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être très compliqué. Il y a la capacité à pouvoir s'arrêter, laisser les vélos à l'intérieur du véhicule. Ils sont un peu plus protégés que s'ils sont directement exposés, non seulement des éléments, mais aussi au vol. Enfin voilà, je voulais dire ça parce que ça existe. Moi, à titre personnel, la plupart du temps, les vélos sont transportés dans ce véhicule utilitaire. Donc j'ai eu cette problématique aussi de dire... juste poser contre le coin du camion, ça marche pas parce que ça peut basculer, ça peut être abîmé, ça peut être rayé, etc. Voilà, donc il y a plein de dispositifs qui existent. Et puis maintenant, voilà, si on va aller pour le cas le plus courant, c'est le porte-vélo sur les voitures, et il y a deux emplacements, soit sur le toit, soit à l'arrière. C'est ça. Voilà. Alors, moi j'ai la sensation en observant dans mes déplacements qu'on voit quand même de moins en moins le porte-vélo sur le toit, et que le porte-vélo a quand même basculé à l'arrière sur le coffre arrière. En fait, moi, en tout cas, mon vécu, mon impression, c'est qu'il y a eu beaucoup de porte-vélo, tu sais, qui s'accrochaient au haillon avec les petits crochets, etc. Que après, ça a été beaucoup remplacé par les porte-vélos sur le toit. Alors, soit sur le galerie, soit plus moderne, il y a ces fameuses ventouses dont les vendeurs nous font la publicité en ventousant ça sur le toit d'une Porsche. Voilà, on l'a tous vu, la pub. Voilà, donc ça marche bien. C'est un peu anecdotique, je vois. Et vraiment, si on veut se concentrer sur ce qui est le plus présent sur le marché et qu'on puisse donner des conseils aux gens qui utilisent ça, c'est la plupart du temps les porte-vélos sur attelage. C'est les plus pratiques parce que tu mets pas 2 heures à mettre tes petites sangles sur la vitre, sur le haillon, il y a un aileron, il n'y a pas d'aileron, il y a un feu stop. Enfin voilà, c'est compliqué. On en trouve de moins en moins de ceux-là. Mais voilà, ceux sur attelage, c'est ce qui domine le marché aujourd'hui.
Ils font Est-ce que ils font c'est un pas attelage, lié? c'est pas négligeable le prix de l'attelage. Non, mais ils font un attelage. c'est justement ma question. Est-ce que c'est pas lié à l'utilisation, au nombre de déplacements que tu vas faire? Parce que si tu fais beaucoup de déplacements, est-ce que le haillon est à privilégier plutôt que le porte-vélo sur la lunette arrière? Est-ce que c'est lié ou vraiment c'est vraiment une question de coût? En fait, moi, à titre professionnel, ce que j'observe, c'est soit les gens démontent le vélo et le mettent dans le coffre, soit ils ont un porte-vélo sur attelage. Okay. Le cycliste plus cycliste, celui qui va, dont le transport de son vélo va faire partie de sa pratique, va avoir un porte-vélo sur attelage quasiment. C'est ce que je vois. Je ne dis pas que ça a une importance statistique. C'est ce que je vois. Et sinon, les gens vont juste démonter leur roue avant, basculer les sièges et mettre le vélo dans la voiture. C'est ce que j'observe. Du coup, dans ces deux cas, mais de toute façon, les conseils qu'on va donner pour le porte-vélo sur attelage s'appliquent au porte-vélo sur haillon. Voilà, pour ceux qui utilisent encore ce type de produit-là, c'est qu'il faut bien mesurer l'environnement auquel on soumet son vélo et quelle partie. Et je vais essayer de donner quelques conseils. Tu me diras si ça résonne avec ta propre expérience. Mais le vélo va être soumis à la pluie, au vent, à la vitesse. Si on parle d'une voiture sur l'autoroute, on va rouler à des vitesses qu'on n'atteint pas avec le vélo. Exactement. Donc il est à l'arrière, il est partiellement protégé, mais pas tout le temps. Donc il peut lui tomber des trucs dessus, il va y avoir de la neige, il va y avoir de la pluie, il peut y avoir de la grêle. Et je dirais que dès lors qu'on va harnacher son vélo avec des sangles sur un support, on pourra presque donner les mêmes conseils qu'on a donnés l'année dernière sur les sacoches de bikepacking, etc. On va générer des points de frottement. Oui, c'est ça. Et donc, on va soumettre sa peinture à un stress pour peu qu'il y ait une pluie avec... Le point de contact va être sollicité. Alors, pour les vélos en carbone, attention au stress, c'est-à-dire que les tubes sont prévus pour être soumis à des efforts quand le vélo est en utilisation, c'est-à-dire on roule. Et les tubes, ils ne sont pas prévus pour être pressés à certains endroits. Donc, il faut faire attention particulièrement au vélo en carbone. Donc, on peut choisir le typologie de Tu veux dire porte-vélo. qu'avec un sanglage, on peut abîmer son vélo, c'est ça? C'est-à-dire qu'en voulant le sécuriser, en serrant trop fort, on peut contraindre le carbone à un endroit qui n'est pas prévu pour, où on a des épaisseurs très fines et ça peut poser des problèmes. Après, le frottement est un problème plus majeur. Ouais, c'est sûr. Voilà, le frottement, parce qu'on peut, en un trajet... Pour peu qu'il y ait une pluie avec un peu de sable, etc. On a eu des sables de Sahara cette année, un peu partout en France. Tu as vu, ça c'est une catastrophe, c'est abrasif comme pas possible. Donc ça c'est le problème numéro 1. Donc les peintures abîmées, c'est très classique. Donc on peut toujours avoir des petites chutes de tubes en mousse qu'on peut rajouter avant de sangler son vélo. Sur les tubes. Voilà. Moins ça bouge, mieux c'est. Voilà. Moins ça bouge, moins il y a de frottement important, donc moins on risque d'abîmer. Donc ça veut dire que la pose doit être hyper minutieuse en fait. C'est-à-dire quand tu en tout cas, il faut prêter attention. On peut pas c'est pas juste, tu juste poses ton vélo, non, tu mets les sangles. On peut pas aller sur l'autoroute à 150 à l'heure, 130 à l'heure, avec un truc qu'on vient juste de poser sur un support. Il y a tellement de en fait, on se rend peut-être pas compte, mais il y a énormément de vibrations et donc c'est le mouvement relatif qui est l'opportunité de frottement et de détérioration de son vélo. Donc ça, c'est important. Ça vaut que le porte-vélo soit sur haillon ou sur boule d'attelage. Il est peut-être moins sur haillon, il est quand même moins sollicité au frottement. Puisque là, généralement, tu as comme une pince en caoutchouc qui va venir tenir un tube. En fait, c'est pareil tu vas le sangler aux deux roues. Ouais, mais dans les deux... Ah non, pas forcément. Tu as des porte-vélos sur haillon où tu as juste 2 barres en métal avec un caoutchouc très, très dur sur lequel tu poses le tube supérieur de ton cadre. Ça existe encore, ça. Okay. Donc vraiment, il y a une telle variété. Le même conseil s'applique. Attention aux points de contact et au frottement potentiel. Ça peut être de la peinture, mais à répétition, on peut entamer le matériau à force. Hein, donc il faut faire attention. Et puis, un écueil qu'on voit souvent, c'est les parties en carbone proches des échappements et des points de surchauffe. Donc, alors en carbone ou même le pneumatique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des typologies de véhicules où quand on va mettre le vélo sur le porte-vélo, on va soumettre une partie du vélo à la sortie des gaz d'échappement. C'est généralement les roues, c'est ça? C'est souvent carbone. Les roues et les pneus. Ah oui, mais sauf que le pneu, il n'est pas fait pour... Quand tu vas à l'autoroute, tu as un dégagement de chaleur qui est important. Ça dépend de la puissance de ton moteur, ça dépend de si c'est une essence ou un diesel, etc. Mais enfin, des gaz d'échappement, c'est des gaz d'échappement, c'est chaud. Et donc,
Sur un trajet court, ça peut ne pas poser de problème. Et tu te dis, tiens, mon montage fonctionne. Et puis un jour, tu fais 1000 km d'un coup. Et à l'arrivée, tu n'as plus de roues et tu n'as plus de pneus. Donc ça, c'est un problème. Et puis on pourrait imaginer, notamment avec le carbone, qu'on a dégradé sa roue et que ce n'est pas encore visible. Et donc on est dans un problème de sécurité aussi. Donc il faut bien faire attention à ça. On ne doit pas avoir d'éléments du vélo directement dans le flux des gaz d'échappement. Ça, c'est important. C'est un truc qu'on a tous vu et on s'est tous marrés en voyant ça sur Internet, mais ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et puis, ça, c'est pour le transport extérieur. Pour les gens qui transportent dans leur voiture, faites attention à vos dérailleurs. Et pour ceux qui ont des freins à disque, si vous enlevez une roue, mettez une cale dans l'étrier. Ouais. Voilà, parce que si malencontreusement vous actionnez vos leviers, alors qu'il n'y a rien qui est dans, il n'y a pas le disque dans l'étrier, les pistons vont sortir. En fait, les pistons peuvent sortir et vous détériorez votre joint de manière durable. Après, c'est pas simple à réparer, ça coûte de l'argent. Donc moi, ça marche aussi pour le vélo démonté dans ta valise, hein, Arnaud. Donc moi, je conseille, dès lors qu'on enlève le disque, on met les petites cales. Ça aussi, c'est du vécu. Voilà. Tu l'as fait une fois, la deuxième fois, tu mets les cales, les élastiques sur les freins. Exactement, voilà l'élastique ou les sangles sur les freins. C'est toi qui me l'avais fait avant de partir. Donc ça, c'est important parce que souvent, les gens mettent les petites cales et puis ils mettent pas en contrainte le levier. Et en fait, la cale peut tomber et on se retrouve dans la même situation. Donc moi, il faut mettre la cale. C'est comme si on freinait, mettre les élastiques pour tenir. Et voilà. C'est le mieux, c'est le plus sécurisé. Donc ça marche aussi quand on met le vélo dans son coffre. Souvent, quand on met le vélo dans son coffre, il va bouger. Donc il faut faire aussi attention à sa peinture. Mais il faut faire attention surtout, c'est le dérailleur. Souvent, les gens, comme quand ils posent leur vélo, des fois sur le bord de la route, ils le mettent côté dérailleur. C'est vrai. Mais, ça pose beaucoup de problèmes. Mais d'ailleurs, est-ce que tu connais je ne sais pas si on peut appeler ça un emballage, une coque de protection qui vienne vraiment protéger le dérailleur, ou parce que moi, à chaque fois que j'ai mis mon vélo dans ma valise à vélo, j'ai dû un peu bricoler, on va dire, avec du carton, du papier bulle pour protéger le dérailleur, mais j'ai jamais trouvé de coque en fait, tu vois, quelque chose qui viendrait se fixer. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce sur soit le banc arrière et qui viendrait protéger le dérailleur. Moi, je vais te dire, quand je fais des expéditions de vélo, j'enlève le dérailleur. Maintenant, je démonte maintenant, effectivement. Voilà. Et je l'emballe dans une poche à bulles en fait, et je le scotche sur un des haubans ou sur une des bases. Tout à fait. Alors, il faut faire attention à la chaîne pour pas tordre la chaîne. J'enlève pas la chaîne, voilà, mais j'arrive à le caler comme ça et c'est le moyen le plus sécurisé que j'ai trouvé. Et bien sûr, comme la patte de dérailleur se retrouve exposée, je protège la patte de dérailleur pour qu'elle ne soit pas tordue pendant les transports. Exactement. Voilà ce que je fais. J'avais juste une question quand tu parlais justement des vélos qui sont positionnés sur les porte-vélos et les contraintes au niveau de la chaleur. Est-ce que l'on doit, c'est l'été par exemple, tu pars en vacances, quelle pression tu mets dans tes pneus? Est-ce que tu penses à dégonfler tes pneus avant ou ça n'a pas un impact? Si le vélo ne va pas rester 8 heures Moi, j'ai souvent d'affilée en plein soleil, ça ne pose pas de problème. Mais tu pars en été, tu sais que tu vas te taper 6-7 heures de déplacement au soleil. Ouais, au soleil. Normalement, on roule, c'est ventilé. Donc moi, j'y prête pas tant attention que ça. Mais si on est en plein été et peut-être dans la moitié sud de la France, peut-être que ça vaut le coup d'enlever un peu de pression, mais si vous avez écouté tous les podcasts et vous roulez à basse pression déjà, donc vous avez moins de risques. Et puis il y a ces alors, chose importante au niveau de la sécurité également, c'est que quand tu utilises effectivement, tu mets ton vélo sur un porte-vélo, donc sur le toit ou à l'arrière, en termes de sécurité, je pense qu'il est quand même important d'enlever tous ces petits accessoires qui peuvent être des projectiles en cas d'accident. Tout ce qui peut se desserrer et effectivement être un projectile pour les gens qui suivent derrière, c'est important. Donc les éclairages, tout ce qui est fixé par élastique, tout ça c'est à enlever. Et puis il faut toujours avoir à l'esprit le gabarit modifié du véhicule qu'on conduit. Une fois qu'on a mis le vélo, on disait que les porte-vélos sur le toit tendent à disparaître. Mais tous les péages de France on porte les stigmates des porte-vélos sur le toit, ou les entrées de parking, on oublie souvent qu'on a un truc sur le dessus. C'est pour ça que l'avantage à l'arrière, on le voit dans le rétro qu'on a les vélos, mais il faut jamais oublier ça. Les haillons sur la ça dépasse en hauteur aussi. Quand tu tournes derrière, il faut penser à ça aussi. La distance n'est pas la même, et par expérience personnelle, quand tu vas laver ta voiture aussi, pense à l'enlever. Disons que ça peut te servir pour ta vitre arrière notamment. Non, il y a ça. Et puis on a oublié un truc. Il y a des remorques aussi.
Oui, il y a des remorques, Voilà. effectivement. Il y a des remorques, il y a des effectivement. porte-vélos qui se mettent sur des remorques classiques, remorques bagagères conventionnelles qu'on trouve un peu partout. Mais il y a aussi des remorques spécifiques au vélo. Donc pour les gens qui voyagent à plusieurs ou les copains qui vont rouler, il y a des groupes, il y a des remorques à 2, 3, 4 vélos. Voilà. Et il y a des choses un peu hybrides qui vont ressembler à des porte-vélos d'attelage, mais avec des roues. Donc on est presque plus dans la remorque. Et ça voit le jour. Et peut-être ça va se développer à cause du VAE. Parce que les vélos sont beaucoup plus lourds et qu'au bout d'un moment, si tu mets 4 vélos de 25 kg sur un porte-vélo d'attelage, ça commence à devenir c'est vrai que c'est une contrainte, ça. touchy. Le poids il est important. D'ailleurs, vérifiez bien, quand vous avez un porte-vélo, le système de fixation sur la boule, ils se ressemblent à peu près tous, mais il y a quelques différences. Donc le serrage est important, évidemment. L'horizontalité est importante. Et il y a des doubles sécurités. La plupart du temps, il y a 2 serrages. Et vérifiez bien la contrainte de poids qui est donnée par le fabricant. Voilà, parce que si vous perdez le tout sur la route, c'est... Même tu vois, sur les sacs ou sur les valises, c'est vrai que prendre un sac à vélo dans un déplacement urbain, c'est ton vélo, s'il est un vélo électrique, le poids ne sera pas le même. Donc c'est aussi à tenir en compte. Et puis on peut parler aussi des ventouses, qui sont un système effectivement qui sont arrivés dernièrement. Quel avis tu portes sur ces ventouses effectivement qui viennent se fixer sur le toit, mais qui peuvent aussi se mettre à l'arrière et qui, par un système de ventouses, sont capables de porter un vélo. Donc 2 ventouses, tu es capable de mettre parfois même 2 voire 3 vélos. Ouais. D'un point de vue technique, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Moi, de mon expérience professionnelle, j'ai eu à soulever des choses qui sont bien plus lourdes qu'un vélo à l'aide de ventouses. Dans l'industrie aussi, ça se fait beaucoup. Maintenant, je pense que c'est un système qu'il faut réserver à des gens un peu plus avertis techniquement ou un peu plus précautionneux, parce qu'en fait, il y a une notion environnementale qu'on peut pas éluder pour être en toute sécurité. Donc si on a une voiture dont l'état de surface n'est pas irréprochable, on va nettement amoindrir la capacité de succion de la ventouse et donc s'exposer à un risque plus important. Donc ça fonctionne. Maintenant, il suffit pas de le mettre sur la boule d'attelage et de serrer à la main. Il faut se préoccuper vraiment de l'état de surface sur laquelle on va coller la ventouse. Le seul côté pratique, je dirais, c'est que ça peut se positionner. On peut le positionner à droite de la voiture, sur le toit, tu vois, à gauche, même un peu à l'arrière. Moi, pour l'avoir utilisé, j'ai découvert ça quand j'avais été de passage aux États-Unis il y a quelques années. C'était l'avantage que j'avais trouvé à ce système de ventouse, c'est qu'on pouvait le positionner en fonction de nos contraintes, en fait. Ouais, c'est très pratique, mais ça demande de la rigueur. En tout cas, à mon sens, c'est plus exigeant. Bon, écoute, un grand merci à nouveau, JP, pour ta disponibilité sur cet épisode qui était consacré à comment transporter son vélo, que ce soit dans le train, dans le bus, en avion et même son moyen de transport principal qu'est la voiture. Est-ce qu'il y a une dernière astuce également que tu pourrais partager sur cette fin d'épisode? Oui, je voulais le dire. On a parlé des systèmes de freinage, puisque la plupart du temps, on l'a vu, on enlève sa roue. En tout cas, dans une grande majorité de cas, on enlève sa roue. Repensez bien à vérifier votre système de freinage, parce qu'on a des tolérances dans le vélo qui sont des tolérances de l'industrie du vélo. On n'est pas dans de la micromécanique de pointe, etc. Donc, vous enlevez votre roue, vous la remettez. Pensez à bien la serrer aussi, par expérience. Pensez à bien la serrer. Voilà, donc vous ne serrez pas forcément au même couple, où il y a un petit peu de jeu par-ci par-là, et vous avez un disque qui est plus aligné, ou un patin de frein qui s'est décalé, ou donc avant de reprendre la route, revérifiez bien votre système de freinage, et puis les petites astuces de mettre ses cales, son élastique. Ça vous préserve en général d'avoir ces problématiques d'ajustement, mais voilà, c'est les éléments auxquels il faut faire attention. Le système de vitesse et le système de freinage, à chaque fois que vous transportez votre vélo, c'est quelque chose à vérifier avant de reprendre la route. Très bien. Un grand merci à toi, JP, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Arnaud, à très bientôt.